Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce soir. Bonsoir, bienvenue. C'est la première de la deuxième saison des conférences Beyond. Bonsoir encore et bienvenue. Bienvenue à Carl, bienvenue à Chloé, bienvenue à Joanne, bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir pour cette soirée de lancement de la deuxième saison des conférences Beyond. Pour ce soir, nous avons quand même une bonne audience inscrite. Donc, on va patienter quelques instants, le temps de laisser les autres nous rejoindre. Bienvenue à Daniel, bienvenue à Marielle. J'espère que vous m'entendez bien. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Beyond, c'est un apostolat, c'est-à-dire un service missionnaire de la Fraternité Foi et Prière, qui est un mouvement de l'Église catholique fondé il y a 20 ans en France et implanté en France et en Côte d'Ivoire sur les diocèses du 92 et du 94 pour la France et sur la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation pour la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite encore la bienvenue. Des noms familiers, bienvenue à Eliette. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir. Bienvenue à Priscilla. Pour vous présenter davantage Beyond, dont le slogan est Être pour donner. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un apostolat de la Fraternité Foi et Prière qui a pour objectif de permettre le développement des professionnels en vue de transformer en profondeur leur environnement en ayant un impact et un rayonnement qui va au-delà de leur propre personne. Donc, on va parler de développement personnel, on va parler d'impact sur l'environnement professionnel. Bonsoir encore aux personnes qui nous prennent en marche. Bonsoir à Adélaïde. Bonsoir à Joseph. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Aurélie Hanouma, membre de la Fraternité Foi et Prière et de l'équipe Beyond. J'aurai le plaisir d'assurer le rôle de facilitateur pour cette première saison, cette première session de la saison. À la ville, je suis professionnelle des ressources humaines, donc l'identification des talents, leur développement en lien avec les objectifs de l'entreprise sont au cœur de ma mission. Et j'aurai vraiment le plaisir de conduire et de guider cette session.
de veiller à ce que les discussions soient engageantes et enrichissantes pour toutes. Soyez la bienvenue encore. Merci à l'équipe de Beyond en coulisses. Vous aurez l'opportunité de découvrir ses talents et ses visages au fil des conférences. Merci particulièrement à Ashley Nyawa, qui est co-host de cette session, qui sera avec vous dans le chat pour relayer vos questions, vos commentaires, vos réactions. N'hésitez pas. On lancera aussi au fil de la conférence des sondages pour recueillir vos avis. N'hésitez pas. La session se veut interactive. On continue d'accueillir des auditeurs. Bonsoir à Malik. Bonsoir à Marie-Laurence. Bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Pour ceux qui sont à table, bon appétit. Nous allons bientôt entrer dans le vif du sujet. Le thème de la conférence ce soir, c'est le temps des sacrifices. Comment acquérir des compétences et bâtir sa réputation professionnelle. Nous allons bientôt accueillir notre speaker. Il est 20h10 GMT. Mais avant, j'aimerais vous annoncer que cette conférence fait partie d'une série de 8 conférences qui auront lieu chaque deuxième mercredi du mois sur ce même canal. Ça sera des conférences virtuelles au cours desquelles nous aborderons des thèmes divers et passionnants avec un panel d'experts de différents domaines. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et particulièrement sur LinkedIn pour rester informé de notre actualité sur les prochaines conférences. Encore bienvenue. Nous allons démarrer. Je sais que vous avez hâte. Nous allons démarrer dans quelques instants. Bienvenue à Josiane, pardon. Nous serons ensemble à peu près 1h15. Encore quelques minutes pour que les personnes nous rejoignent. Bienvenue à Carole André. Bienvenue à Madeleine. Bienvenue. Bonsoir Jacqueline, bienvenue.
C'est la première conférence de la saison 2 des conférences Beyond, Être pour donner. Je suis Aurélie Hanouma et j'aurai le plaisir d'assurer le rôle de facilitateur pour cette première session. Il est 20h13. Sans plus attendre, je vais introduire notre invité. Il se nomme Patrick Graouan, le gentleman au chapeau, jamais sans chapeau. Il a pour initiale PDG. Comme un clin d'œil du destin, son parcours l'a hissé à divers niveaux de responsabilité, d'Abidjan à Londres où il vit. C'est un talent pluriel. Directeur juridique dans l'industrie pharmaceutique, coach, motivational speaker, écrivain, formateur. Il est généreux en savoir. Il a à son actif une bibliographie, parmi laquelle Sommet, L'art d'être promu, Ascension en 21 étapes pour escalader des sommets, dans lequel d'ailleurs il dit conduire le maximum de personnes sur le chemin de l'ascension vers leur sommet, telle est la faim qui m'empêche de dormir. Je pense que ce soir, nous serons servis en conseil professionnel. Patrick est également très actif sur le digital. Sur LinkedIn notamment, il anime un daily show, Hello Boss. Il est aussi l'auteur de publications Flop to Top, qui sont des anecdotes à la fois drôles et édifiantes et des conseils professionnels. Je pense sans plus attendre, nous allons découvrir notre invité. Bonsoir Patrick. Grand merci pour ta Oui, disponibilité. merci, bonsoir Aurélie, à toute l'équipe et à tous ceux qui nous font l'amitié d'être connectés. Je suppose après une longue journée de travail que j'espère avoir été fructueuse. Voilà. Donc Aurélie, je suis là avec toi et avec tout le monde. On attend tes indications. Super. En tout cas, je te remercie encore pour la spontanéité avec laquelle tu as accepté notre invitation. Et je pense que ce soir, même après une longue journée de travail, ça va être une parenthèse fructueuse pour tous. Ce soir, Patrick, on parlera de sacrifice dans le travail. C'est un sujet qui me semble pertinent dans notre contexte où le sens même et le rapport au travail semblent avoir changé. Mhm. Donc, je te propose dans un premier temps de nous partager ta perspective du sujet et par la suite, dans une conversation, nous approfondirons. Avec, en fin de session, une session de questions-réponses pour répondre aussi aux auditeurs. Ça marche. Merci et merci encore à Beyond pour l'opportunité. Comme tu l'as dit, ma passion, c'est vraiment de voir beaucoup plus de professionnels au sommet. Il y a de la place. Le chemin est souvent jonché de challenges et je pense que le thème sur le sacrifice va nous renvoyer à quels sont les challenges que j'ai et jusqu'où je devrais pouvoir m'impliquer, qu'est-ce que je devrais faire ou ne pas faire, etc. Donc, merci pour l'opportunité. Merci à vous tous qui êtes connectés. Le sacrifice. J'aime toujours commencer par l'étymologie des mots. Parce que sacrifice, ça va venir de sacer. Sacer, qui veut dire sacré. Donc, le sacrifice, en gros, c'est de rendre quelque chose sacré. Ok. Et c'est pour ça qu'on fait des sacrifices à des divinités, des dieux, etc., etc. On faisait en son temps des sacrifices à Dieu, etc., etc. C'est quelque chose de sacré. Mais ici, je pense que la notion des sacrifices dont on parle, c'est certainement dans le sens qu'est-ce que je dois abandonner pour rechercher une carrière professionnelle. Est-ce que je dois tout abandonner? Est-ce que je peux tout abandonner?
à quel moment j'abandonne quelque chose, à quel moment je m'y accroche, à quel moment il y a une chose à faire et pas une autre. Et comme on a un temps limité, on est obligé de faire des choix. Et il y a des choix qui sont douloureux. Et ces choix douloureux-là, pour moi, on peut les appeler sacrifices. On ne va pas aller jusque dans les détails, mais on peut les appeler sacrifices. La vraie question aujourd'hui, c'est, avant de parler de sacrifice, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut. Il existe deux grandes catégories de professionnels. Ceux qui veulent un job et ceux qui veulent une carrière. Souvent, on veut une carrière et puis chemin faisant, on accepte d'avoir qu'un job. C'est dire on abandonne son ambition chemin faisant pour plusieurs raisons. On rentre dans un environnement qui est difficile. Pour certains, on parle de plafond de verre. Pour d'autres, c'est de l'épuisement. Pour d'autres aussi, ce sont des contraintes personnelles qui font que ils n'ont pas l'impression d'avoir tout ce qu'il faut pour aller au next level. Qui sommes-nous? Ça, c'est la question fondamentale avant qu'on parle de sacrifice. Pour ceux qui cherchent un job, c'est-à-dire je travaille, j'attends la retraite ou je travaille juste pour payer mes factures, je ne me projette pas. Pour eux, tous les jours peuvent ressembler à un sacrifice. Et ça nous arrive, hein, à un moment ou une autre de la carrière, on peut se retrouver en mentalité, je cherche un job. Tous les jours peuvent être un sacrifice. Mais ils vont sacrifier très peu dans le sens où, si on ne se projette pas, quel est l'intérêt de m'investir dans une certaine mesure? Des situations peuvent faire que je ne me projette pas dans cette boîte, je ne me projette pas dans une carrière. Je vais prendre un job où, par exemple, je ne suis pas obligé de voyager. Donc, je ne vais pas sacrifier peut-être le temps que je passe avec mes enfants qui sont en train de grandir, avec mon compagnon, avec ma compagne. Je vais préférer cela. Arrivé à un moment de la vie, on se dit, on fait des choix. Ou bien, l'autre catégorie de personnes, c'est des gens qui comprennent que la carrière, c'est l'un des plus beaux projets business que vous n'aurez jamais. La carrière vous aide à dérouler le plus beau projet que vous n'aurez jamais. Pourquoi? On parle de 30 ans. Imaginez que vous fassiez la même chose, une chose pendant 30 ans. 30 ans, c'est suffisamment de temps pour arriver au sommet, pourvu qu'on se soit fixé un sommet. Donc, pour moi, déjà, parler de sacrifice, c'est de se poser la question, est-ce que je me suis même fixé un sommet? Est-ce que je me suis même fixé un but? C'est le but qui va déterminer quel est le niveau de sacrifice que je vais accomplir. Ça signifie quoi? On ne peut pas avoir une réponse commune à la question, mais disons trois choses. Et là, pour juste te permettre, Aurélie, après de faire la... Je ne vais pas parler longtemps, tu vas pouvoir faire les questions-réponses, mais disons trois choses. Première des choses, si vous n'avez pas de but de carrière, d'objectif de carrière, vous n'êtes pas dans le sacrifice. Parce qu'on sacrifie quelque chose pour atteindre un but. Vous êtes peut-être dans la souffrance. Et là, je fais un clin d'œil à ceux qui ont un peu fait leur... qui ont un peu lu, et on est dans un cadre organisé par une organisation chrétienne. Donc, ceux qui ont un peu lu, ils savent qu'il y a 4 types de sacrifices, par exemple, dans la Bible. Et le premier des sacrifices, c'est le sacrifice pour le péché. Donc, si tu souffres parce que tu as péché, ce n'est pas un sacrifice qui mène bien loin. Le deuxième, c'est le sacrifice pour la prospérité. On parle de l'Ancien Testament, hein, j'entends. C'est pas je suis pas ni prêtre, ni savante sur ce sujet, mais je parle d'un sujet, il fallait que je regarde. Et l'autre, après, on a le sacrifice du gâteau, et puis après, on a l'Holocauste. La vraie question, ce que vous souffrez n'est pas forcément un sacrifice. Souvent, vous souffrez parce que vous n'avez pas planifié les choses. Vous souffrez parce que, et ça, c'est la première des choses, voir un sommet, savoir le planifier, je veux l'atteindre. Et oser rêver grand. Oser dire, comment on devient DG de ce groupe, comment on devient DG de ceci. À partir de ce moment, maintenant, on peut passer au sacrifice. Deuxième élément, il faut que vous vous traciez des lignes de vie. Okay? Il y a des gens qui feront le choix de dire, je suis prêt à sacrifier mon temps sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Je suis prêt à m'engager sur ça, mais je ne suis pas prêt à faire ci, je ne suis pas prêt à faire ça. Ne calquez jamais les sacrifices, c'est-à-dire les efforts que vous allez faire sur ce que quelqu'un d'autre fait.
Par exemple, vous verrez des gens qui vont travailler très, très tard. Voilà, vous n'êtes peut-être pas dans cette période de votre vie ni de votre carrière. Si vous commencez à calquer ça sans savoir où vous allez, peut-être que vous allez finir en burn-out. Ok. Il y a des gens qui vont avoir la capacité d'avaler certaines couleuvres au travail, là où vous, ça passe pas. C'est pas une invitation à la rébellion, hein. Ça, c'est un sujet qui m'est cher. Mais on peut se dire, écoute, moi, en termes de valeur, ça, c'est une ligne à ne pas franchir. Mais c'est d'être clair dessus. Et ça, c'est le deuxième point. Le troisième point sur les sacrifices, c'est peut-être que je l'ai déjà dit, qu'on arrive à distinguer sacrifice de difficulté. Okay? Il existe des difficultés dans l'organisation. Il faut pouvoir distinguer cela. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je restais avec mon patron jusqu'à 22h, 23h, parce que j'étais dans une situation, j'étais single, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant. Ça me permettait de booster ma carrière et j'ai appris énormément pendant cette période. Okay? Ensuite, quand j'ai pris tous les jobs que j'ai pris, je fais toujours une chose, j'ai une année de sacrifice sur le job où je vais travailler vraiment sans compter mes heures. Pourquoi? Et ça rejoint l'autre aspect du thème, pour bâtir ma crédibilité. Parce qu'une fois que vous avez travaillé et délivré sur une année à fond, vous êtes dans le job, vous imprégnez votre crédibilité, votre personnalité, le reste, ça coule tout seul. Voilà. Mais je connais cette dame qui m'a appelé une fois qui dit, ah, je suis en comment ça s'appelle, période d'essai. Et là, ça ne se passe pas bien. C'est son mari qui m'a appelé d'ailleurs. Il dit, ça ne se passe pas bien parce que je lui dis, oui, mais comment ça va? Elle me dit, ouais, ben, tu sais, j'habite loin, donc souvent j'arrive en retard. J'ai dit, toi, tu arrives en retard en période d'essai et tu veux qu'on parle de quoi, toi et moi? C'est même pas un sacrifice. Tu dois surperformer. Ok. Donc ça c'est la deuxième des choses. Et je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième. Et il est important pour moi que vous mettiez de l'énergie à un moment donné pour débloquer les choses. Donc pour moi, et c'est là où je vais m'arrêter, le sacrifice vaut la peine quand vous avez un objectif. Et malheureusement, 95% des professionnels n'ont pas d'objectif professionnel défini. Donc les sacrifices qu'ils font, c'est juste de la souffrance où ils se torturent. Deuxième chose, il faut pouvoir planifier. Une fois que vous savez, il faut tirer le trait pour dire, moi, voici ce que je suis prêt à laisser tomber, à donner ou à ne pas donner. Souvent, vous allez choisir de ne pas sortir en boîte parce que vous avez un rapport à rendre. Est-ce que c'est un sacrifice ou est-ce que c'est du professionnalisme? Mais au moins, vous connaissez vos lignes. Voici ce que je ne dépasse pas. On a quitté des jobs où on n'était pas d'accord avec les valeurs malgré peut-être la rémunération qu'on avait. Mais parce que j'ai un plan de carrière, je sais que ça ne marche pas, ce ne sont pas les valeurs que je veux. Donc, chers amis, je vais m'arrêter là. Je sais que le sujet est un peu long. On a choisi de le faire en question-réponse. Donc, je vais m'arrêter là. Aurélie, ça, c'est mon introduction. Et content de prendre tes questions et qu'on y aille un peu plus en profondeur. Merci Patrick, merci pour cette introduction. J'ai noté des idées fascinantes. Euh, Mettre de l'énergie à un moment donné pour atteindre un objectif. Euh, la différence entre sacrifice et difficulté. Les deux peuvent sembler similaires en apparence parce qu'il y a de la souffrance, mais le fruit attendu n'est pas le même. Euh, j'ai envie de te poser, parce que finalement, tu disais aussi par rapport à ton expérience personnelle que en début de poste, tu, tu te définis un temps de sacrifice, un temps d'investissement pour valider cette prise de poste. On pourrait croire que finalement, c'est seulement quand on est jeune diplômé qu'on investit dans sa carrière, mais il semblerait, en tout cas d'après ton propos, que ce soit plus cyclique. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Merci, c'est un très bon point que tu as relevé. Pour moi, il y a des sacrifices à faire, des investissements à faire à chaque transition. Et il y en a trois généralement que je définis. À la prise de poste, quand vous avez une prise de poste, cette année-là, pour moi, je fais sur l'année. Si en 6 mois, en 3 mois, mais
établissez votre crédibilité dès le départ. Mettez-y du travail parce qu'une fois que ça s'est établi, vous allez vivre sur ce crédit-là par la suite. OK? Donc, ça c'est une période de sacrifice, effectivement. On va travailler de plus longues heures, on va chercher, on va s'investir et donc on va devoir sacrifier peut-être des temps de loisirs, des temps de plaisir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, euh, c'est quand vous changez de patron. Vous êtes dans le même job et vous changez de management. Ça recommence. Vous devez rebuild, comment on appelle ça, rebâtir une nouvelle crédibilité. Parce que souvent, on prend pour acquis le fait que je suis dans le job, je fais le job. Mais c'est un nouveau patron. Vous êtes en crise, vous ne le savez pas. Et si ça ne se passe pas bien, si ça ne matche pas bien, peut-être qu'il va collaborer avec vous, mais il va vous voir comme quelqu'un de moyen. Donc là, il faut remettre le paquet pour rebâtir sa crédibilité parce que, comme je le dis toujours, c'est sur les épaules des managers qu'on se hisse pour avoir d'autres opportunités. Ça, pour moi, c'est un moment de crise. Ensuite, quand vous avez très vite vos responsabilités grossissent, ce qui se passe, vous ne vous rendez pas compte, on vous greffe des choses. Moi, sur 5 ans, je suis passé de couvrir une vingtaine de pays à 70 pays. Mais ça, tu ne le vois pas venir. On te prend une juridiction, on te la met, on te la met, on te la met, on te la met. Et si tu ne te rends pas compte que c'est toute une nouvelle organisation sans que personne n'ait bougé et que là, il faut remettre encore une couche, il faut te réinventer, euh, tu peux te retrouver overwhelmed, c'est-à-dire débordé. Donc, pour moi, ce sont les trois occasions où il faut se dire, bah, écoute, je remets encore du gaz. Première des choses, je change de job, donc c'est moi le nouveau venu. Deuxième des choses, je change de patron, donc c'est lui le nouveau venu. Il faut que je crédibilise. Et troisième des choses, je suis dans le même job, mais mon job se transforme. Voilà, et c'est un changement. Et là encore, pour moi, c'est une période où il faut mettre un peu de sacrifice quand on sait où on veut aller. Merci, Patrick. Tu as relevé quelque chose d'important qui est en lien avec la prise de conscience même de ce moment-là. Dans ce que tu nous partages, j'entends une certaine forme de maîtrise du moment des événements. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle approche pour, j'ai envie de dire, monitorer son temps de sacrifice? Bah, oui, absolument. C'est un très bon point parce que souvent, comme je le disais, on peut ne pas voir que le moment a changé. Au lieu de simplement travailler, il faut s'observer. Il faut observer autour de soi. Et il y a des événements qui sont visibles. Sauf on ne pense pas aux conséquences de ces événements-là. Donc, comment ne pas rater le moment? Bah, il y a une seule chose. Est-ce que votre crédibilité est remise en cause? Ou est-ce que vous devez encore faire la preuve de votre crédibilité? Chaque fois que la réponse est oui, ça veut dire qu'il y a un temps de sacrifice, il y a quelque chose à bâtir. Voici le seul critère. Donc, quel que soit l'événement, moi, j'ai défini les trois événements. Donc, pour moi, je les regarde dans ce prisme-là. Mais la question de fond, c'est est-ce que je dois encore rebâtir ma crédibilité parce que un des éléments de cette chaise à 3 pieds n'est plus là. OK? Mon management, ma crédibilité initiale personnelle et puis mon environnement de travail. Quand quelque chose bouge dans ce sens-là, vous savez que, attention, il faut que je fasse attention. Peut-être qu'il faut mettre un peu plus d'efforts pour repartir, pour revenir dans ma zone de confort où je sais que bah, j'ai bâti ma crédibilité avec mon management, j'ai bâti ma crédibilité avec mes équipes et avec mes collaborateurs par la qualité de mon travail et, et je maîtrise mon nouvel environnement. Et donc, on repart un peu dans une zone de confort. Donc, se dire, dès qu'on sort de sa zone de confort, dès que vous sentez que bah, y a un paramètre que vous ne maîtrisez plus, il y a peut-être ici un signal pour mettre les gaz et puis pour commencer à être un peu plus regardant. Merci, Patrick. Tu as soulevé une question intéressante, celle de la crédibilité. Finalement, comment est-ce que
on la mesure? Comment est-ce qu'on apprécie pour pouvoir discerner le moment où elle est plus faible et se mettre en mouvement? Et je vais élargir, c'est un très bon point que tu relèves. Je vais même l'élargir et là, là je vais plutôt parler de confiance parce que tu vas comprendre. Comment on fait en sorte de bâtir, de faire en sorte que les gens nous fassent confiance professionnellement. Et il y a une équation de la confiance qui a 4 éléments. C'est une division d'ailleurs. Première des choses, tu as la crédibilité dont tu parles. La crédibilité, c'est ce que tu dis. La crédibilité, c'est comment tu apparais. La crédibilité, c'est tout ce que tu communiques. Mais la personne ne t'a pas encore peut-être testé sur le terrain. Donc, c'est tout ce que tu dis. Et donc, on bâtit sa crédibilité comment? Déjà, il faut avoir les bons codes sociaux. Quand on vous voit la première fois, l'impression qu'on se fait. Imaginez qu'on soit à cette conférence-là et puis je vienne avec un t-shirt au cou étiré, etc., sans même me connaître, sans me dire, il n'est pas crédible. OK? Ou vous allez dans une conférence de banquier et puis vous voyez quelqu'un qui a porté un jean tout déchiré, etc. On dit, lui, c'est mon banquier, il n'est pas crédible. Pourquoi? Parce que les signaux qu'il m'envoie ne me permettent pas d'assumer sa compétence, assume. Je suis en train de prendre l'anglais pour mettre dans le français, de lui prêter du crédit. Alors que je vois quelqu'un, euh, il enverse, il est tout, ah oui, lui, il doit être crédible, alors peut-être qu'il est nul. Ceux qui jouent au basket, ils le savent. Quand on va faire, maintenant, on est un peu rodé dedans. Quand on fait les équipes, généralement, quand tu es jeune basketteur, tu vas prendre toujours celui qui a toutes les brands. Tu vois, il vient, il est tout en Michael Jordan, il a tout l'équipement. C'est souvent les pires, il ne faut pas les choisir. Si tu ne l'as jamais vu jouer. Mais par contre, il est crédible. Okay? Ça, c'est la crédibilité. À côté de ça, on appelle ce qu'on appelle reliability, qui est la fiabilité. Là, maintenant, c'est ta capacité à exécuter, à démontrer que l'image que je vous ai montrée, je sais l'exécuter. Et c'est là où on dit, ah, je l'ai vu, je lui ai fait confiance, il a de bons track records, mais est-ce qu'il sait délivrer? Et c'est là souvent où ça se casse. Vous avez des gens qui ont des super branding, euh, tu les vois, tu dis, ben ouais, ça c'est le truc. Mais est-ce qu'on délivre? La fiabilité, c'est ta capacité à faire ce que tu as dit que tu ferais. Ça, c'est crédibilité plus fiabilité. Le troisième élément qui vient, c'est ce qu'on appelle intimacy, c'est-à-dire ta capacité à avoir de la connexion euh, à un niveau émotionnel avec les personnes avec qui tu interagis. Il y a des gens qui sont totalement crédibles, ils font ce ils ont envie de faire, mais ils ont une incapacité à connecter avec les gens. OK? Et quand tu n'as pas cette capacité à connecter, bah, bien sûr, les gens te font moins confiance. Et n'oublions pas, tout ce qu'on dit, c'est pour répondre à une question, comment j'arrive au sommet de la pyramide? Comment j'arrive à mes sommets professionnels? Et tout ça est divisé, quelque chose qui peut faire baisser ta note, c'est divisé par ce qu'on appelle le self-orientation. Est-ce que tu es selfish? Est-ce que tu penses qu'à toi? C'est-à-dire, je suis en train de parler avec Elvire, est-ce que finalement je parle que de moi? Ou je m'intéresse à l'autre? Quand on a la maîtrise de ces 4 éléments, on est quelqu'un qui dégage naturellement de la confiance. Et tu disais tout à l'heure, attention, à quel moment je sais trouver l'équilibre. Vous devez toujours vous assurer que vous êtes crédible, c'est-à-dire vos credentials. C'est pour ça qu'on envoie des CV. Sur le CV, ce qu'on juge, c'est votre crédibilité. Okay? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce que j'ai même envie de lui parler? Ensuite, quand on vous parle, est-ce qu'il est fiable? Ah, il a fait ça, et dans le travail. Et puis, troisième des choses, pouvoir tisser cette dimension émotionnelle avec les personnes avec qui vous interagissez. C'est tout ça qui va bâtir l'équation de la confiance. Et ta question était, comment on bâtit sa crédibilité? Il faut, il faut, il faut bâtir sa crédibilité en comprenant les bons codes, en comprenant les bons codes, en ayant le bon credential. Est-ce que votre CV, est-ce que votre LinkedIn parle pour vous? Est-ce que ça dit qui vous êtes, etc. Tout ça bâtit votre branding, votre professional branding. Okay? Mais ce qui va faire la différence quand vous travaillez avec des gens tous les jours, c'est reliability.
On dit oui, lui, ce qu'il dit, il peut le délivrer. Et ce qui va vous booster encore, c'est votre capacité à créer des liens émotionnels, même avec des gens qu'on ne connaît pas. Parce on le dit toujours, on ne se souviendra pas de ce que vous avez dit, mais on se souviendra de comment vous avez fait me sentir. Ça, on va dire, ah, j'étais avec le gars, je me suis senti bien. J'étais avec ce monsieur-là, c'est une profession, je me suis senti bien. Après, on oublie les conversations qu'on a vraiment eues. Je ne sais pas si ça Très répond à ta bien. question. Tout à fait. Peut-être pour compléter, du coup, je me dis que les éléments sur lesquels portent les sacrifices aussi vont toucher à, à cette crédibilité, à cette confiance à construire. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur finalement les aptitudes, les compétences qu'il faut renforcer quand on est en mode sacrifice? Bah, comme on l'a dit, les sacrifices vont être, les situations vont être bien différentes. Je vais répondre à ça en disant, aujourd'hui, quels sont les soft skills? Parce que je suppose que les hard skills, chacun les a. La question des soft skills est hyper importante. Pourquoi? Quand on vous regarde, la question qu'on se pose, est-ce que lui, il peut passer au next level? Je donne toujours ce conseil-là. Observez les gens qui sont au next level, vous verrez qu'ils parlent différemment, ils agissent différemment, souvent ils marchent différemment, ils ont des réactions différentes. Bon, après, il y en a qui sont au next level qui n'ont pas le niveau, hein. Je parle des gens qui ont le niveau. Donc, la première des choses qu'on fait, moi, je suis un grand fan de dire, il faut observer les gens. C'est une grande école. Vous, je le dis toujours, je dis, moi, je suis payé pour faire un MBA grandeur nature. Donc, je vois des gens autour de moi. Donc, première des choses, il faut apprendre à copier. Copier chez les autres l'attitude que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir. Vous allez avoir un collègue qui a une maîtrise de sa voix. J'ai un ami, il a une voix extraordinaire. Donc, de temps en temps, quand je suis en conférence, j'essaie de faire sa voix, tu vois. Je vais faire, ouais, ouais, mais écoute, voilà. Et ne serait-ce que le changement de voix, il établit de la crédibilité, mais c'est énorme. Tu vois, et donc, quand moi, je vais être en pitch sur un truc, je vais avoir une voix beaucoup plus grave, mais c'est quelque chose, j'ai carrément copié. Donc, la première des choses, copier, c'est qu'il vous plaît. J'ai des collègues qui sont très bons en présentation. Et ça, c'est un autre skills. OK? Votre capacité à présenter est un must-have. Et l'un des plus, un des ouvrages que j'ai lu et qui m'a décomplexé sur la présentation, c'était un directeur commercial qui était bègue. Donc, il bégayait. Pourtant, c'était l'un des meilleurs présentateurs. Parce qu'il savait envoyer son sujet, il savait créer sa story, il savait raconter son histoire. Et aujourd'hui, on est dans un monde, si tu ne sais pas raconter ton histoire, quelque part, pour beaucoup, tu n'existes pas. Je ne dis pas d'aller mettre sa vie sur les réseaux sociaux, non du tout. Mais je le dis toujours, chaque interview, chaque meeting avec votre patron est un meeting de recrutement. Voici comment moi je le prends. Pourquoi? Parce que mon patron essaie de me recruter pour le next job. C'est jamais un acquis. Et vous voyez, quand vous rentrez avec ce mindset de je suis en entretien permanent. Vous vous souvenez la première fois qu'on vous a envoyé le job offer et que tu allais en entretien, comment tu t'es préparé le matin, comment tu étais en stress, comment tu voulais te montrer sous ton meilleur jour. Mais ne perdons pas ce mindset-là. Pour moi, chaque fois que je parle avec mon patron, j'essaie de faire en sorte qu'il me recrute pour le next job. Déjà, donc, c'est un mindset. Et quoi d'autre? Je ne sais plus où j'en étais. Je pense que je me suis trop enfoncé euh, dans tous ces sujets-là qui me passionnent. Donc voilà, ayez un mindset de je suis en entretien permanent. Parce que la chose la plus difficile, c'est la promotion interne. Je ne parle pas d'avancement parce que j'ai fait 10 ans dans la boîte, on me fait avancer. Pour moi, ça, ce n'est pas de la promotion. La promotion, c'est d'être capable de jumper des étapes, d'accélérer des étapes. Une carrière qui porte, c'est une carrière qui bouge au moins chaque 18 mois. Soit on vous augmente votre zone de responsabilité, soit on vous promeut. Et ça, c'est une carrière dont on voit la pente, on sait que ça va bien finir.
Mais si on commence à s'essouffler, on reste trop longtemps dans un job, ça veut dire qu'on a cessé de travailler sur sa carrière. Donc, pour moi, ce mindset de dire je suis toujours en entretien permanent va vous obliger à savoir établir votre crédibilité, va faire en sorte que vous venez, vous êtes dans un plan. Voilà ce que je peux dire. Si je ne me suis pas trop perdu à la question dont je ne me souviens plus d'ailleurs. C'est très bien. Pour rester dans la même veine du mindset, aujourd'hui, dans mon métier de professionnel des ressources humaines, l'une des questions qu'on me pose régulièrement, c'est quel est quel est le plan de carrière que l'entreprise prévoit pour moi? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, Est-ce à l'entreprise d'organiser la carrière, de définir les moments, les temps? oui, c'est à l'entreprise de définir ça, mais vous n'allez pas aimer. Fine, C'est très juste d'ailleurs. vous n'allez L'entreprise pas aimer. définit ses projets. Merci. L'entreprise va dire oui, mais j'ai un plan pour toi. Je ne suis pas sûr que tu vas aimer. Parce que je vais aller à la vitesse à laquelle je pars. Donc, pour moi, le plan de l'entreprise, il est très simple. Quand je dis ça, mes amis de ressources humaines n'en pas. C'est comment je t'incentive suffisamment pour que tu restes, comment je te développe pour que tu produises plus, mais je n'ai pas forcément envie de te perdre à moins que tu sois un bras cassé. Ils n'aiment pas ça parce qu'ils disent que, Patrick, c'est pas ça notre métier. Notre métier est beaucoup plus profond que ça. Oui, leur métier, c'est de dire non. Ils disent toujours non. Et puis, leur histoire de budget. On n'a pas de budget, on n'a pas de budget. Pour répondre plus sérieusement à la question, non, c'est pas à l'entreprise de définir un plan de carrière. L'entreprise va aider à vous faire avancer quand il y a des opportunités, mais ce n'est pas tous les jours qu'il y a des opportunités. C'est des organisations, elles sont souvent stables et statiques, et il y a une compétition interne. Il faut comprendre. Dans l'art d'être promu que j'ai écrit, c'est une stratégie en 6 étapes. Et l'une des étapes, c'est les postes. Il n'y a pas suffisamment de postes en entreprise pour toutes les ambitions qu'il y a. Donc, ne mettez pas votre carrière entre les mains de la seule entreprise. Aidez l'entreprise à le faire. Donc, c'est à vous de définir qui vous voulez être, qui vous voulez devenir. Ça peut passer dans cette entreprise pour rebondir ailleurs. Euh, Ça peut vouloir grandir dans l'entreprise s'il y a suffisamment de room, comme on dit, d'espace pour grandir, mais c'est finalement votre responsabilité, pas celle de l'entreprise. Sinon, l'entreprise a toujours un plan et Aurélie, vous souvent, on n'aime pas les plans, hein. Je partage tout à fait. Il y a aussi quelque chose qui revient en entreprise et c'est une réalité. C'est pas les plus travailleurs qui accèdent au sommet. Qu'est-ce que Heureusement, tu d'ailleurs. peux, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce J'ai qui dit, manque à ceux qui sont travailleurs mais qui n'arrivent pas à atteindre les sommets heureusement d'ailleurs que c'est pas eux malgré les sacrifices? heureusement que c'est pas eux qu'on promeut qui allait faire le travail en bas. Bon, ça c'est la boutade. Mais la vérité est la suivante. Quand, et je reviens sur ma formule, l'art sur l'art, ce que j'appelle l'art d'être promu. J'appelle ça un art parce que c'est entre la science et puis un peu de tact. Voilà. Donc, on n'est pas dans les mathématiques. La première des choses, c'est la permanence. Pour être promu, il faut quand même être resté dans l'organisation pendant un certain temps. Sauf, souvent, il y en a qui ont des opportunités. Tu arrives et puis bah, tu fais tes preuves et puis très vite, un job se déploie. Ben, généralement, il y a une sorte de permanence qu'on veut pour t'observer. D'où la question des travailleurs. Je suppose que ce que tu entends par travailleur, c'est quelqu'un qui performe, et qui est là. Sauf qu'il s'est bloqué là, il pense que c'est là où l'équation s'arrête. Alors que là, il est encore à 4 étapes de pouvoir être promu. Qu'est-ce qui leur manque pour répondre à ta question? Deuxième chose, c'est le potentiel. J'explique. Ils ont tellement la tête baissée on ne les voit que par le travail qu'ils font, mais on n'arrive pas à se projeter avec eux. Ils n'arrivent pas à démontrer le potentiel. Donc, ils sont super sur leur job.
capacité à démontrer à votre management, je fais ça, je le fais bien, parce que pour moi, la performance, c'est un must-have. Tu dois bien faire ton job et même le faire à l'extra, etc. Ça, c'est ça. Mais tu dois pouvoir projeter à ton manager, tu sais, je peux faire autre chose. Je suis capable de. Quand je parle avec des gens, ils me disent, on ne sait pas c'est quoi ton métier. Il y a un qui m'a pris pour un financier. Tu me disais, il y en a qui pensent que je fais ressources humaines. Euh, le plus fun, c'est que quand j'étais chez Unilever, ils m'ont dit, ah, est-ce que tu ne veux pas rejoindre la vente? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on regarde quelqu'un dont le titre, c'est directeur juridique, puis on dit, ben, est-ce qu'il n'est pas financier, est-ce qu'il n'est pas ça, est-ce qu'il n'est pas ça? Qu'est-ce que je fais? Je montre mon potentiel. Je sais avoir des conversations avec des financiers, je sais avoir des conversations avec des vendeurs. Quand je suis avec des vendeurs, je ne sais pas d'être le juriste avec les vendeurs, je sais être le vendeur avec les vendeurs. Et c'est comme ça qu'on démontre son potentiel. Je suis HR, je suis avec les gens du marketing, ils sont en train de parler d'une nouvelle campagne. Est-ce que je pose des questions pour m'intéresser à la campagne, pas simplement sous l'angle HR? On dit, waouh, elle a du potentiel. Ah, mais Ah oui, mais on cherchait un nouveau membre. Tu as la bonne question. Donc, démontrer le potentiel. Il y a un truc que je fais toujours. Quand on fait nos revues de finances, leadership meetings, on revoit les chiffres. Et la première personne à qui le boss va dire, est-ce que tu n'as pas de questions, c'est Patrick. Mais ma question n'est jamais une question juridique. Je vais leur dire, mais vos chiffres là, ça ne fonctionne pas. Mais votre stratégie marketing là, je ne la comprends pas. En faisant cela, qu'est-ce qui se passe? Vous montrez que vous avez du potentiel. Donc, ça, c'est la chose que les gros travailleurs manquent de faire. Ils restent trop enfermés dans leur performance. Ensuite, je dis, il y a le poste. Il faut montrer de l'intérêt pour des postes. Il y en a qui n'ont jamais fait de demande à leur patron pour dire, je veux tel poste. Il dit, je veux être promu, mais je te mets où? Il faut être hyper spécifique. Moi, dans 2, 3 ans, je veux pouvoir être HRBP, HR Business Partner, pour le commercial. Ça m'intéresse. Il faut dire des choses au patron. Je veux être promu, tout le monde veut être promu. Donc, je démontre, je suis là depuis un certain temps, donc ça va. J'ai de la performance, je démontre du potentiel, je peux faire autre chose, ou même dans mon même job, je peux me développer. Et puis, j'identifie un poste que je veux. Vous savez, quand votre patron rentre chez vous, à qui il pense? Pas à vous, hein? Il pense à sa propre carrière. Bon, sauf si c'est vous qui lui prenez la tête, quoi. Mais il ne pense pas à votre carrière. Il pense à la sienne, sa carrière. Donc, aidez-le, dire, moi, je veux tel poste. Ça aide le management à penser à vous quand les opportunités se dégagent. Okay? Et puis, dernier volet qui est incontournable, c'est de dire, non, pas les derniers, il y a 2 autres volets encore. Après, il y a les protagonistes. Et je vous parlais tout à l'heure, protagonistes, c'est quoi? Les postes ne sont pas nombreux, ils sont limités, donc tout le monde les veut. Voilà, on est dans une direction financière, tout le monde se bat pour être directeur financier ou quoi. Les postes sont limités. Qu'est-ce qui se passe? On va toujours vous comparer avec un collègue. Donc, vous-même mettez-vous en avant en disant comment je me compare par rapport à mes collègues. Ça veut dire qui dans le département peut postuler au même poste, où il me bat. Je ne dis pas ça pour que vous enorgueillissiez de je suis plus fort que lui. Tout le monde est fort. C'est comme les parents qui étaient tous premiers en classe. On ne sait pas dans quelle école ils ont fait. Eux tous étaient premiers. Bon. Ce que je dis, c'est OK, moi, disons que je suis finance manager. Je veux passer finance director. Je regarde dans le département, on est 3, 4 finance managers. Je regarde, OK, lui, c'est quoi sa force? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Et je commence à combler le gap. Par exemple, lui, il est super bon en présentation. Moi, je titube, mais je vais prendre des formations de présentation pour combler le gap. Et là où je le bats, je vais accentuer mon lead À longueur d'avance. à longueur d'avance. Donc ça, il faut regarder, il ne faut pas qu'on soit naïf. On n'est pas les seuls à vouloir des choses. Et puis la dernière chose, c'est ce que j'appelle la propulsion. Et c'est là où on va dire, oui, il faut un mentor.
Mais plus qu'un mentor, il faut un sponsor. Et il y a une grande différence entre le mentor et le sponsor. Le mentor, il peut être ailleurs, hors de l'organisation, comme dans l'organisation. C'est quelqu'un qui va vous aider à voir plus clair dans le futur de votre carrière, où vous voulez aller, parce qu'il a déjà, d'une certaine façon, fait le chemin, même dans d'autres industries, etc. Donc, il va vous aider à voir la big picture, à relativiser des choses. Par contre, le sponsor, il est dans la boîte. C'est le gars qui va mettre votre nom sur la table quand vous ne serez pas autour de la table. Comme on dit chez nous, on n'a jamais invité personne à la séance de sorcellerie où on l'a mangé. Vous n'êtes jamais là. Mais qui est là pour vous? Qui peut parler pour vous? Et trouver un sponsor en interne, c'est crucial. Et les minorités, parce que je suppose que on est tous en majorité, je n'ai pas vu qui est dans le groupe, mais en majorité, on est issus de l'immigration, etc. Donc, on est des minorités dans certains systèmes économiques. Pour parler pour ceux qui sont en Europe, par exemple, euh, il a été démontré que c'est le manque de sponsors qui fait qu'on n'atteint pas certains niveaux. Parce que même quand tu as fini tout ça, il faut quelqu'un pour mettre ton nom sur la table. Moi, je pars à Londres pour couvrir ce qui est devenu aujourd'hui plus d'une centaine de pays, ce que je fais pendant 5 ans, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis mon nom sur la table quand, quand ça se discutait. C'était mon ex-patron d'ailleurs. Et il a mis mon nom sur la table. Il dit, Patrick, voici un candidat. Ça a donné une autre trajectoire à ma carrière. J'aurais pu être fort comme je veux. Soyons pas naïfs. Si personne ne met ton nom sur la table, c'est chaud. Et avoir un sponsor, c'est quelqu'un qui va te suivre dans ta carrière pour dire où tu en es, comment ça va, tu vas faire des points avec lui, tac, tac, il va te dire oui, mais qu'est-ce que tu aimes bien faire? Écoute-moi, voici ce que je veux faire. Lui, garde ça en tête. Il va passer deux, trois coups de fil. Voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse à votre carrière. C'est pas philanthropique. Pourquoi? Parce que le sponsor aussi, il aide, il bâtit son propre réseau. Donc, la propulsion, ça peut être la dernière chose qui Pour manque aux résumer, pour, rés- travailleurs. pour résumer les bons ingrédients, on a la performance, on a l'employabilité, en tout cas rester au taquet, et la transversalité aussi de ses capacités, l'affirmation de son ambition, se benchmarker aussi, connaître les forces en présence et savoir se positionner par rapport, et finalement se mentorer et se faire sponsoriser. Et pour, On a pas mal de questions dans le tout à chat. fait, pour retenir ça plus facile. Est-ce que tu m'entends? Oui, Tu oui, m'entends? oui, je t'entends. Voilà, je résumais juste pour t'aider et pour dire en pensée aussi P. Permanence, je suis resté. Permanence, performance, potentiel, poste, protagoniste et propulsion. Maintenant, si vous ne vous en souvenez pas, ce n'est pas grave, achetez mon livre. Hein. Très bien. Je propose de faire un tour dans le chat pour recueillir quelques réactions et questions. Je vais demander à Ashley de m'y aider. Rebonsoir à toutes et à tous. Alors, effectivement, on a 5 questions qui ont été posées dans les questions-réponses. Alors, 3 en anonyme, 4 en anonyme et 2 à visage découvert. Alors, la première question, je ne sais pas si tu préfères qu'on pose toutes les questions ou qu'on fasse au fur et à mesure, dis-moi. Moi, je m'adapte. On peut les dérouler. On peut les dérouler. OK. Alors, question numéro 1. Pouvez-vous nous partager, Patrick, des exemples personnels de sacrifices et leurs fruits dans votre carrière? Je répéterai après. Question numéro 2. Avez-vous regretté un jour d'avoir fait des sacrifices ou d'avoir sacrifié quelque chose ou quelqu'un? Question numéro 3. C'est Raïssa, depuis la France, qui demande, est-ce que copier n'est pas finalement se travestir? Question numéro 4. Au milieu de tout ça, tout ce que vous avez dit, à quel moment on s'épanouit? Et enfin, question numéro 6, par Eliette, on parle de démontrer son potentiel. Cela suppose d'identifier son potentiel et de le développer. Comment faire? Point d'interrogation. Merci. Ça marche, Merci de pour très vos belles questions. questions. On repart avec question par question, peut-être maintenant, Oui. que je... Alors, question numéro 1.
Pouvez-vous nous partager des exemples personnels de sacrifices et leurs fruits dans votre carrière? J'ai quitté la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est de mon côté, la connexion n'est Sauce pas graine. fluide. Voilà. Ça doit être de mon côté alors. Tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend? Oui, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Bon, désolé. Donc, je répétais, un sacrifice, c'est par exemple quitter son pays avec sa famille, aller vivre dans un autre pays. Euh, c'est un sacrifice. À la fin de la journée, on apprend de nouveaux codes, mais on l'a fait pourquoi on l'a fait? Pour que notre carrière on puisse atteindre un niveau de carrière. Donc, toute la famille a sacrifié, que ce soit les enfants, que ce soit l'épouse. Tu as donné des choses pour te suivre. Est-ce que ça en valait la peine? Je vais leur demander un jour. J'espère que un jour, ils ne vont pas regretter de m'avoir suivi. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre seul. Professionnellement, je me suis épanoui. Euh, mais c'est une question à laquelle également on répond en commun. Peut-être qu'ils ont dit, mais je n'aimais pas. Je sais que ma fête déteste Londres. Elle aurait aimé qu'on aille à Paris. On n'a pas tout Donc, compris parce que la connexion, est-ce qu'on regrette? Est-ce que j'ai fait un sacrifice un jour que j'ai regretté? Connexion? oui, la connexion nous joue quelques tours. Donne-moi 2 secondes, Mais s'il te plaît. de la première question, tu as évoqué ton expérience d'expatriation à Londres, voilà, avec ta petite famille. C'est cela. Et pour le bilan, tu suggères peut-être une autre session C'est cela. Donc, pour ça, avoir le... c'était un sacrifice. Oui. C'est le champ présent, donc on dit Dieu merci. Des problèmes de connexion, désolé. Oui, oui, Tu malheureusement, j'espère que ça va se m'entends pas là, hein? rétablir. Est-ce que tu m'entends? Donne-moi 2 secondes, je pense que Oui, moi je t'entends très bien. D'accord. Mais le temps que tu Je t'entends essaies très de bien. fixer peut-être Donc, ça doit... D'accord, ton j'essaie témoignage de me me fait, connecter. ton témoignage me fait penser aussi à la place de l'entourage pendant cette période-là. Quelle place on lui donne? Est-ce que c'est un deal clair établi avec le conjoint notamment et les enfants? Qu'est-ce que tu recommanderais? J'espère qu'on m'a récupéré, c'est bon? L'image est figée de mon côté. On m'a récupéré. Oh là là, la Le son est connexion bon. n'est Le pas son est top. bon. Je, je vais couper la caméra. Je vais couper la caméra. On peut Ok, le essayer son est bon. Je cela. vais couper la caméra pour peut-être améliorer Oui, essayons cela. pour améliorer tout ça. Oui, c'est une conversation à un moment donné. Pour répondre à ta question, allô, Oui, je te reçois. dans la salle? C'est bon? D'accord, j'ai dit, j'essaie de me connecter de mon téléphone. D'accord. Si on peut m'accepter dans la salle, désolé Ça se fait encore. automatiquement. Ça se fait juste une fois que tu es là, tu me dis et je ferai la petite manipulation pour que tu puisses apparaître ici. Ok, ça marche. Je suis en train de se connecter là.
Ashley, je pense qu'on a aussi un sondage pour nos auditeurs sur leur Oui, expérience alors de sacrifice. Est-ce c'est qu'on peut ça. Dans lancer le cette chat, je vais vous réponse? poser une question et il faudra répondre avec le numéro. Donc la question est la suivante. Pour vous, que signifie le sacrifice dans le travail? Donc je mets ça dans le chat dans 5, 4, 3, 2, 1, presque zéro. Donc, nous Donc sommes il faut vraiment juste curieux répondre en de mettant les chiffres. savoir quelle tribu vous avez eu à payer, qu'est-ce que ça vous a coûté jusque-là, la notion de sacrifice dans votre parcours professionnel. Aurélie, en attendant que chacun réponde, je veux juste rappeler que ce soir, nous sommes 46. On a eu un pic de 50 personnes partagées entre la France et la Côte d'Ivoire, Paris, Abidjan, San Pedro, l'Île-de-France, et voilà. Je Merci. ne sais pas Patrick si est on de m'a récupéré. retour Oui, on m'entend? parfaitement. Parfait. Merci. Et désolé encore, je suis à Abidjan, donc je vais accuser les opérateurs d'ici pour le sabotage. Il y avait une question. Je pense qu'il y avait une série Oui, de c'est questions toujours la même auxquelles je devais sur répondre. la période de sacrifice à laquelle on peut consentir soi-même en tant qu'acteur de sa carrière et l'entourage, notamment le conjoint, les enfants. Voilà, basé sur ce premier témoignage de ton expérience d'expatriation. Merci, c'est une excellente question. Il faut avoir une conversation. Il faut vraiment avoir une conversation avec les personnes qui seront directement impactées, notamment le compagnon, le conjoint, la conjointe. Et même pas le simple fait d'avoir de gros changements comme l'expatriation. Si vous devez travailler beaucoup plus au travail, expliquez-lui que, écoute, je suis dans telle période de transition, je suis sur tel deal, je vais travailler longtemps, et ils sont d'un soutien euh, vraiment dont vous avez besoin, quoi. Mais quand ce n'est pas expliqué, bah, ils vont se sentir abandonnés, ils ne savent pas dans quel process vous êtes, peut-être que vous êtes stressé au travail, il y a du boulot, etc. Donc oui, il faudra leur parler. Il faut s'aligner avec les gens qui comptent et qui peuvent être impactés par nos décisions de carrière. On va y aller pour la deuxième question, Ashley. Tu veux bien la répéter? Oui, alors attendez. Avez-vous déjà regretté un jour d'avoir fait des sacrifices ou d'avoir sacrifié quelque chose ou quelqu'un? Je ne me souviens pas avoir sacrifié quelqu'un. Euh, Avoir regretté un sacrifice. Après, on a des carrières, on a tous dans les carrières des... Est-ce que c'est un regret après? Bon, j'ai fait un move. Me suis mis quand je quitte Unilever en 2010, je pars être DG d'une boîte que je monte avec des investisseurs français, ce qui correspond à un sacrifice en termes de, ben, écoutez, je donne une autre direction à ma carrière, etc. Euh, on est arrivé, on vendait du riz, ça se passait hyper bien. Et il y a eu la crise électorale en Côte d'Ivoire et la guerre et tout. Et donc, le move n'était pas si intelligent que ça. C'était vraiment pas le bon moment de faire ce move-là. Et donc, l'activité, forcément, n'a pas pu continuer à cause de la situation extérieure. Donc, je me dis, oh, zut, j'aurais à le faire, je l'aurais refait, mais à un moment, il m'aurait fallu attendre juste quelques mois avant de jumper dans cette aventure. Ben, ça a été l'une des plus belles aventures. En tout cas, j'en ai appris beaucoup. Voilà. Donc, est-ce que c'est un sacrifice que je regrette? J'irai pas jusqu'à dire regretter. Ben, j'aurais pu regarder le timing différemment.
Merci beaucoup. Autre question de Raïssa. Est-ce que copier, finalement, ce n'est pas se travestir? À un moment, vous avez parlé du fait de copier, et donc la question est venue à ce moment-là. Et du coup, est-ce que copier, ce n'est pas se travestir? Bah, écoute, on dit que les grands artistes copient et les maîtres volent. Et ça, c'est Picasso qui le disait. Il y a des choses qu'on n'a pas, d'autres font mieux que nous. Pour moi, c'est évoluer. Ce n'est pas se travestir dans la mesure où il ne s'agit pas de changer ma personnalité, il s'agit de l'améliorer. Comme je vous disais, la voix, ça se travaille. C'est un instrument, mais on a vécu avec et tout. J'ai rencontré un ami qui a travaillé sa voix et je me dis, zut, ça c'est bien fait. Donc, est-ce que copier, c'est pas se travestir? C'est quelque part se travestir. Euh, mais est-ce qu'il y en a qui aiment bien se travestir, hein? Voilà, je comprends la question, mais pour moi, il ne faut pas qu'on se limite à cela. Il faut copier, il faut apprendre des autres. On a fait toute notre vie en copiant, en fait. On a fait toute notre vie littéralement en copiant. On a copié nos parents, on a copié nos amis, on a copié. Sauf qu'on est on est un peu embêté quand on met des mots dessus. Mais la vie, c'est copier. Tu te souviens quand le maître mettait des trucs au tableau et puis dit copier. Donc, y a pas, c'est rien de péjoratif. Pour moi, c'est évoluer, c'est apprendre des autres, c'est apprendre comment on fait, c'est faire différemment, c'est s'améliorer. Donc, copier des choses qui vous améliorent, pas des choses qui vous déprécient. Voilà ce que je pourrais dire sur la question. Merci. Question d'un spectateur anonyme. Au milieu de tout ça, de tout ce qu'on a dit, de la crédibilité, du sacrifice, du travail, du boss, du mentor, du sponsor, à quel moment on s'épanouit? J'aimerais même ajouter à quel moment on a un peu de répit. Ça semble être un long chemin, pas très tranquille, tout ça. Oh, ballon, déjà les gros mots. C'est facile, tranquille, c'est beau comme chemin. À quel moment on s'épanouit? À chacune des étapes. On kiffe quand on est dans une entreprise qu'on aime, donc la permanence, on ne voit pas le temps passer. Quand on atteint ses objectifs, on kiffe parce qu'on voit l'impact qu'on a. Quand on arrive dans le domaine du potentiel, on voit qu'on n'est pas une seule personne, on est plusieurs personnes, donc on a plusieurs personnalités. Donc, c'est une aventure de développer son potentiel. Par exemple, de savoir que, ah, maintenant, je peux travailler en anglais. OK, je ne parlais pas anglais hier, aujourd'hui, je parle anglais. Je ne parlais pas chinois, aujourd'hui, je parle chinois. Le process, il est kiffant. Il n'est pas noir, il n'est pas sombre, il n'est pas machiavélique. OK? Et ensuite, bon, il y a le petit côté, ah, les postes. Bien sûr, vous êtes dans une entreprise, il faut regarder les postes. Il faut voir pourquoi je suis là. À la limite, qui gagne quoi, comment. Parce qu'à la fin de la journée, quelqu'un a dit, il y a deux choses que vous rapportez à la maison, c'est votre salaire et le stress. OK? Donc, autant que le salaire soit un peu élevé. Donc, je suis là, je regarde les postes. Ah, ça, c'est un bon poste où je vais m'épanouir. Euh, donc, c'est encore kiffant. Et c'est pas sombre, c'est pas machiavélique. Je regarde le côté des protagonistes, je suis réaliste. Je ne vais pas me mentir. Je ne suis pas. Je ne suis peut-être pas la perle rare. Et pour ça, il y a cet exemple que j'ai lu. Il y a deux qui couraient, il y a deux messieurs qui se faisaient poursuivre par un lion. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et puis, il y a un qui dit, mais tu sais qu'on ne pourra jamais dévancer le lion. Il dit, oui, je sais qu'on ne peut pas le dévancer, mais moi, je peux courir plus vite que toi. OK? Donc, on est tous en train de courir. Et il y a cette dimension compétition qu'on n'est pas obligé de tourner en quelque chose de MMA ou de gore ou de... Non, mais on est conscient et c'est pour ça, et c'est d'où la question copier. Je regarde, il fait mieux que moi, cela, je fais un peu. Voilà. C'est un process. Quand vous trouvez un sponsor, c'est un accès également à une autre façon de penser. Et donc, la question de l'épanouissement, ce n'est pas un moment. On est heureux avant, on n'est jamais heureux à la fin. On est heureux pendant le trajet. Qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir? C'est quand on nous annonce qu'on va nous faire un cadeau. L'attente du cadeau, c'est le process.
J'ai jamais été, chaque fois que j'ai été malheureux dans un job, je suis parti. Je suis parti parce que c'est pas arrivé souvent, hein. C'est pas, les jobs, ça court pas les rues, hein. Je n'ai pas dit il faut aller démissionner. Tu as dit, Patrick m'a dit d'aller démissionner parce que je suis pas heureux. Euh, Tu pars quand même avec de bons credentials, mais à un moment donné, on est heureux tout le temps. On est heureux le matin. Je sais pas à quel moment vous êtes heureux. Moi, quand je me lève le matin, le bonheur, c'est une décision. Je ne sais pas. Donc, à quel moment on s'épanouit dans tout ça. Merci Patrick. Donc finalement, la récompense de ces temps de sacrifice est plus, j'ai envie de dire, d'épanouissement parce qu'on se découvre, on se déploie. Voilà, on a l'occasion de se dépasser aussi. Tout à fait. Alors, les deux dernières questions, juste pour info, il nous reste officiellement 5 minutes. Je lance ça comme ça. Donc, Eliette demande qu'on on parle de démontrer son potentiel. Cela suppose d'identifier son potentiel et de le développer. Comment faire? Point d'interrogation. Comment faire? Identifier son potentiel. Il y a aujourd'hui des outils qui existent. Hein, moi, j'ai fait un test de personnalité quand je rejoignais le groupe que j'ai rejoint, qui m'a décomplexé et qui m'a montré qui a mis le doigt sur quelque chose que je savais que j'avais, mais je ne savais pas comment le situer. Donc, les tests de personnalité, ça m'a vraiment épaté. Donc, ça fonctionne très bien. Vous pouvez faire des tests de personnalité qui vont voir là où vous avez tendance à vous épanouir plus. Moi, quand ils ont fini le test de personnalité, la dame m'a dit, vous faites quel métier? J'ai dit, je suis juriste. Elle dit, mais votre test de personnalité, c'est plus pour du... On retrouve plus ça dans du commercial, du marketing. Vous voyez? Et là, je me suis souvenu de ce qu'on m'avait proposé il y a quelques années. Je me dis, mais viens faire du commercial, viens faire du marketing. OK? Mais comme j'aimais faire... Voilà, donc à partir de là, on voit son potentiel. Donc, je me suis dit, j'ai du potentiel dedans. Euh, voilà, donc ça, c'est possible. L'autre chose aussi, demandez aux gens qui sont autour de vous. Ils vous connaissent souvent mieux que vous-même. Ils vous diront, écoute, je sens que tu es bon en ça, tu sais mieux faire ça. Ça peut vous donner des indications. Et puis, troisième des choses, écoutez-vous vous-même. Il y a toujours des trucs que vous auriez aimé faire. Il y a toujours des choses, j'aurais aimé être vu comme ça. Tout ça sont des petites indications qui disent, bah, peut-être que c'est là que réside votre potentiel. Et si je peux me permettre, j'ai envie de dire tester. Tester les choses pour voir vraiment si ça nous correspond. Donc, un passage à l'action, Eliette. On est pris par le temps, c'est passionnant. On va aller à la dernière question, s'il te plaît, Ashley. On a perdu Ashley. Non, non, en fait, j'ai parlé sans couper le micro, c'est l'émotion, comprenez-moi. Quels sont les indicateurs permettant de mesurer sa crédibilité auprès de son manager? Demande Christ Armel quoi. Ah, Merci. ça c'est très bien. C'est une super bonne question. Première des choses, si, il y a des critères qui sont des signes, et puis après, il y a l'interview. Vous pouvez aller très vite et puis lui poser la question. OK? Il y a des façons de poser la question. OK? Comment il vous perçoit, etc. Il va vous dire. Mais pour démontrer votre crédibilité, c'est deux choses. Première des choses, est-ce que votre manager est obligé d'être toujours sur votre dos? OK? Ça veut dire quelque part, il vous sent pas crédible. Est-ce que ce que vous dites des choses, mais quand ils les entendent d'autres personnes, ils préfèrent croire les autres personnes? Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez le sentiment général qu'il ne vous fait pas confiance? Parce que quand quelqu'un ne nous fait pas confiance, on le sait. Quand vous lui parlez, sa posture, est-ce qu'il a une posture réservée, fermée, etc., etc. Donc, beaucoup d'observations, observez comment il se comporte envers vous. Les gens qui ont fait confiance, on n'est pas sur leur dos. Quand ils nous disent des choses, on les prend pour acquis. Il faut regarder ça. Et puis, si vous n'arrivez pas à lire ces signes-là, demandez-lui, mais dans le sens de, écoute, je veux m'améliorer. Euh, Quelles sont les trois choses sur lesquelles tu penses que je dois travailler?
Et là, c'est non conflictuel. Il n'a pas l'impression de vous juger et il pourra vous dire, écoute, travaille sur ça, ton time management, tac, tac, tac. Et ça peut voir à quel niveau de crédibilité vous êtes, quoi. Sinon, le top, il va vous dire, non, mais ça va, écoute, continue de faire ce que tu fais, c'est super. Là, vous savez que vous êtes au top. Voilà. Je sais qu'on est pris par le temps, mais j'ai encore deux petites questions qui me brûlent les lèvres. La première, c'est en lien avec ce que tu viens de dire. On a parlé de sponsoring. Et le premier sponsor, j'ai envie de dire, le sponsor immédiat, c'est le manager. Comment est-ce que on fait de son manager un allié sur ce chemin-là? Et puis finalement, la foi dans tout ça. Comment est-ce qu'elle nous aide à vivre, à porter la vision, à supporter le sacrifice? Super, je vais commencer par la première question. Comment on fait de son manager un allié? Ce que je vais dire, vous n'allez pas aimer parce que maintenant, on ne dit plus les choses comme ça. Euh, première des choses, il faut faire allégeance à son manager. J'utilise ce mot-là, les gens n'aiment pas. Oui, comment je vais lui faire allégeance? Ah, là, 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 là. Voilà. Arrêtez de critiquer votre manager. OK? Il est nul, il n'est pas bon, il n'est pas truc. Oui, bah, c'est le manager. Primo. Quand je dis allégeance, je reviens à ce que j'entends. Ne contestez pas l'autorité du manager. Il faut comprendre que ce n'est pas parce que mon manager est incompétent qu'il n'a pas l'autorité. Et pour ne pas contester son autorité, il y a des critères. Un, il ne faut pas toujours être en train d'être en bras de fer avec lui ou avec elle. OK? Vouloir toujours avoir le dernier mot, être dans des sortes de fights. Ça peut arriver, je l'ai vu, il y a des gens qui voulaient le job et puis quelqu'un d'autre a été promu. Et boum, ils sont entrés dans une guerre silencieuse. Donc, ils ne font pas allégeance, ils n'acceptent pas l'autorité. Ou simplement, le manager, il est nul. Et donc, comme toi, tu es trop fort, tu estimes que je ne peux pas travailler sous un nul. Démissionne. Accepte son autorité et puis fais ton travail. Ça c'est la première des choses. Euh, comment on obtient, il faut comprendre son casting. C'est le manager qui a le droit de casting. Il peut décider qui va en mission, qui ne va pas en mission, qui fait ça, qui fait ça. Il faut comprendre, il faut accepter son casting. Et troisième des choses, il faut accepter ses guidance. Lui, il voit, il a la tête euh, dehors et à l'intérieur. Donc, accepter d'être guidé par lui. Moi, il y a un truc que je fais. Nous, on est très autonome sur nos jobs. Donc, on n'a pas le manager sur le dos, mais de temps en temps, je lui demande des conseils. Et ça, c'est la meilleure façon de build le trust. Je demande des conseils, même sur des sujets sur lesquels je sais ce que je vais faire, mais et en intégrant, lui, sa vision dans ma vision, m'alignant avec lui, bah, ça bâtit la confiance. Il se dit, OK, je peux lui faire confiance. Donc, voici les quelques critères, mais surtout, ne rentrez pas en rébellion. Ne jamais critiquer son manager parce que celui avec la personne à laquelle vous le critiquez va aller le répéter. C'est toujours comme ça. Et il va vous prendre en grippe. Je sais que c'est un sport national de critiquer les managers, mais si vous évitez, ça va aller. Super. Et la dernière question. La foi dans tout ça. Et je rajouterai la prière, peut-être. Ah, Dieu seul sait on a souvent prié à des choses, tu sais même pas comment tu t'en sors avec. OK? Moi, je crois, et en disant ça, je pense que je réinvente pas. Je suis pas un expert dans tout ce qui est foi et autres, là. Je suis pas un expert. Quoique, je me suis converti au christianisme quand j'avais 15 ans. Parce que ma petite copine était devenue évangélique, donc je l'ai suivie là-bas. Euh, ouais, il faut bien une raison pour aller à l'église. Et à partir de là, on a eu une belle aventure. On a prêché dans les bus, dans les carrefours, dans les marchés. On a fait beaucoup d'évangélisation. On a monté une église qui aujourd'hui est devenue trois églises à San Pedro. Donc, j'ai eu une aventure quand même de belle jeunesse chrétienne. Et la foi dans tout ça, la foi, c'est everything. En tout cas, là, je parle d'un point de vue personnel. La foi, c'est everything. Parce qu'il y a des niveaux de pression qu'on ne peut pas juste gérer nous-mêmes. Il faut, euh, il faut quelque chose de plus grand que nous. OK? D'autres vont aller faire du yoga, chacun son truc.
mais il faut quelque chose de plus grand que nous. Et moi, je pense que il n'y a pas plus grand que celui en qui vous croyez, qui est au-dessus de toute chose. Et avoir toujours cette humilité-là de dire, euh, j'étais pas la frite la plus fraîche du paquet, mais si j'y suis arrivé, il y a quand même un coup de pouce qui n'est pas qu'humain. Mes Voilà. sacrifices, finalement. Euh, On dira ça. Merci beaucoup. On arrive au terme de notre échange. Moi, je retiens que pour qui a de l'ambition, qui ne cherche pas simplement un emploi, faire des sacrifices est incontournable. Il faut s'y préparer, il faut savoir le gérer. Patrick nous a livré quelques secrets, performance, potentiel, etc. Patrick, un dernier mot pour la fin. Ben, écoutez, moi, mon mot, c'est merci. C'est toujours un honneur et un plaisir de parler de développement professionnel. Mon dernier mot sera de vous dire, ne vous limitez pas dans vos rêves. Ne vous limitez pas dans vos rêves. Rêvez hyper grand, il y a de la place vers le haut. Plus grand est le rêve, plus on est prêt pour aller chercher des choses. On peut avoir plusieurs vies professionnelles, donc ne pensez pas que vous êtes enfermé dans ce dans quoi vous êtes. On peut avoir plusieurs vies professionnelles. N'ayez pas peur de vivre vos vies professionnelles. Et puis je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Merci beaucoup. Quelques mots peut-être sur ton actualité. Je sais que tu Bah, as lancé une masterclass oui, en actualité, j'ai des formations que j'appelle Flop to Top. Flop to Top, c'est une série de 3 conférences, 3 masterclass avec des e-books à la clé. 3 masterclass, l'une sur la carrière elle-même, avec tous, on va plus en détail sur toutes les choses, sur la carrière, l'autre sur la communication, et puis l'autre sur le leadership et l'expertise. Donc, ce sont 3 masterclass. Ça, c'est mon actualité pour l'instant. Ensuite, il y a Hello Boss, qui est ma matinale, qui va revenir bientôt. Là, je suis en petite pause. Euh, et puis après, bon, le reste, j'aimerais qu'on se suive sur LinkedIn pour le reste de l'actualité. Voilà. avec grand plaisir. Il ne reste plus qu'à te remercier. Merci pour ces conseils, merci pour ta disponibilité. J'espère que du côté de nos auditeurs, la session a été enrichissante, que chacun repart avec des clés pour mieux mener sa vie professionnelle, mieux comprendre les sacrifices. Sacrifices finalement comme étant le chemin pour atteindre ses objectifs et avec à la clé beaucoup d'épanouissement personnel et professionnel. Donc voilà pour ce soir. La prochaine conférence, ça sera le deuxième mercredi de décembre. Le Euh, 11 décembre, pour être merci, précise. je cherchais le jour pour être précis. Et on va parler d'un autre sujet très intéressant qui est l'équilibre. L'équilibre vie professionnelle, vie privée. Voilà, j'ai hâte d'y être. Merci encore à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir à tous. Et bravo encore, les filles. Bravo. Well done. Merci, Patrick. Au revoir à tous. Je ne vais pas tarder à fermer ce Zoom. Vous avez la page LinkedIn dans le chat. Et si vous souhaitez recevoir nos actualités et à nous poser des questions, avoir nos informations, n'oubliez pas de laisser votre mail avant de partir. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci, Ashley. Au revoir.